Et je savais qu'un jour, je travaillerais dans le foot. Je me suis dit juste comment ça se fait qu'un seul sport puisse unifier toute une nation. J'étais vraiment pas forcément pour le foot parce que ça prenait le temps des personnes que j'aimais le plus. Quand on connaît bien le joueur avec qui on travaille, on est capable d'anticiper ses réactions. Il y a eu beaucoup de fois évidemment parce que je suis une femme où on ne prend pas au téléphone, où on nous rajoute un interlocuteur qui lui-même doit être payé. Personne n'est prêt pour gagner autant d'argent en si peu de temps. Elena, Fabio ? dans le football, on parle des buts, des trophées, des stars, mais on parle rarement de celles et ceux qui travaillent dans l'ombre des carrières. Ceux qui voient les rêves avant les stades pleins, ceux qui accompagnent les décisions qui peuvent changer une vie. Être agent, ce n'est pas seulement négocier un contrat, c'est gérer des ambitions, des familles, des espoirs, parfois immenses, et parfois aussi des doutes. Mais derrière ces noms, il y a des trajectoires. Et derrière ces trajectoires, il y a souvent quelqu'un qui aide à tracer la route. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler du business du football, on va parler de ce que ça signifie d'être une femme dans un univers encore très masculin, de gérer des carrières à très haute pression et de comprendre ce que le football dit de notre société. Elena, bienvenue dans The Brain. Merci. J'espère que ça t'a plu. Ouais, très touchant. On t'accueille aujourd'hui dans le cadre de ton métier, agent de joueur de football, qui est un métier en même temps hyper connu de manière vulgarisée, mais en même temps, on ne sait pas ce que vous faites. Oui, En c'est réalité, vrai. on sait pas, on connaît pas le détail. Toi, tu as ton agence de joueurs qui s'appelle The Firm. Tu es issu de Serbie, on va y revenir juste après avec ton parcours. Tu travailles aussi, tu collabores avec des agences qui travaillent, j'ai cité un peu le nom des joueurs, mais avec certains des plus grands joueurs de la planète, notamment français. On reviendra un petit peu dans ton parcours sur les négociations, etc. Tu nous raconteras. Mais l'idée, c'est vraiment de revenir sur les coulisses de ton métier. Et ma première question, c'est quel était ton rapport au foot et au sport quand tu étais toute petite? Est-ce que tu as grandi en Serbie? Quel est ton rapport avec la Serbie? Parce que c'est un pays quand même de sport, la Serbie. Donc c'est quoi, c'est quoi un petit peu ton enfance par rapport à tout ça? Alors même, je vais aller plus loin que ça, c'est qu'en fait, j'ai vu un jour des statistiques sur les pays qui envoient le plus de joueurs à l'étranger. Et la Serbie en faisait partie, était un numéro 4. La France en numéro 2 de mémoire. Et les deux autres, c'était le Brésil et Le Brésil l'Uruguay. en premier, ouais. Voilà. Je me rappelle très bien avoir regardé cette émission, ou cette rediffusion plutôt d'émission. Et je m'étais dit, attends, je suis originaire de Serbie. Je suis à fond dans ce sport-là, dans le sport en général. Je vis en France. Je suis française également. J'attends quoi? Et Ouais. c'est parti de là. Pourquoi en fait. je suis pas dans ça Voilà. déjà, ouais. Oui, en fait, depuis toute petite et dans ma famille, en fait, en réalité, c'est dans ma famille et c'est plus généralement l'environnement. Dans ma famille, le sport est très important. Donc, le sport, ça peut être en effet différents sports. Voilà. Mais l'excellence dans le sport. Bien sûr. Après, le foot, c'est très particulier. Mon arrière-grand-père avait créé un club en 32 ou 36, je ne sais plus la date, mais voilà. Je l'ai vu toute mon enfance donner tout pour le club de foot. Tout, ça veut dire et l'argent et le temps. Et dans des périodes en plus. Et dans des périodes difficiles. Ouais. Mon grand-père et mon père également. Donc, en réalité, au départ, on va dire jusqu'à l'âge de 10 ans, même un petit peu plus tard, jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais vraiment pas forcément pour le foot parce que ça prenait le temps des personnes que j'aimais le plus. Donc j'étais un peu en mode warrior. Voilà. J'allais souvent au stade, ou en tout cas j'aimais être au bord des terrains. Il fallait que j'y sois pour passer du temps avec eux. J'ai un très bon souvenir avec mon père. Le dimanche qu'il jouait, il fallait que j'y aille pour passer du temps avec lui. Non pas qu'il n'était pas présent, mais en tout cas, c'était un lien entre... Ouais, c'est le premier contact que tu as pu avoir. C'était un lien. Il fallait que tu sois sur le terrain pour pouvoir voir ton père. Exact. Ouais. Puis après, il y a eu un avant, un après au niveau foot dans ma vie. Puis dans ma vie en général, c'était 10 ans, évidemment, en 98. Finale France-Brésil. Et cet enthousiasme-là, et puis... cette euphorie, puisque donc je suis née à Paris et j'ai grandi dans la région parisienne, dans le 93, et cette euphorie était tellement folle que je me suis dit juste comment ça se fait qu'un seul sport puisse unifier toute une nation. Donc voilà, c'est parti, on va dire, un peu de là. Et puis plus tard, j'ai décidé, parce que je faisais beaucoup de sport aussi, donc moi, par exemple, je fais de la natation, ma sœur faisait du tennis, mon frère du futsal. Vraie famille de sportifs. On a toujours vécu dans l'excellence sportive, en tout cas, et surtout, c'était un vecteur social
je trouve, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas en Serbie, mais en tout cas dans ma famille, on l'a beaucoup vécu comme ça, dans le sens où à 15 ans, je suis allée à Monaco, donc je suis partie de Bobigny à Monaco, recrutée par l'équipe de natation de Monaco, ma sœur pour le tennis. Donc, si tu veux, ça a été pour moi évidemment un rêve qui se concrétise, parce que même, j'y rêvais même pas, en fait. Mais c'était grâce au sport. Ouais. Et en fait, ça c'est t'a un permis socle. d'accéder à quelque chose, à la base. Exactement. Et le travail paye. Voilà. Donc là, le travail, c'était pour moi dans la piscine, puisque mieux je nageais, et plus je plaisais tout simplement aux équipes. Donc voilà, une vraie ascension au niveau sportif. Dans l'enfance, comment t'étais? Plutôt une enfant sage à l'école, plutôt une enfant qui faisait des bêtises, une sportive, du coup, ça on a compris. Non, mais... honnêtement, j'ai toujours adoré aller à l'école. J'ai toujours eu un besoin d'exceller à l'école. Enfin, un besoin. C'est-à-dire que vraiment, c'était viscéral. C'est-à-dire que je me rendais malade beaucoup, donc ça allait vraiment dans l'extrême. J'avais beaucoup de tocs quand j'étais petite. Performer. Voilà, je voulais performer. Donc, c'était aussi bien en natation qu'à l'école. Dans le reste. Voilà, à tel point que je m'en rendais malade. Et comme je te dis, j'ai eu beaucoup de tocs quand j'étais petite. Une vraie compétitrice. Et quand tu avais 12 ans, est-ce que tu te disais déjà, dans 20 ans, je serais comme ça, comme ci, ou tu n'avais pas de plan? C'est une bonne question. Non, j'avais pas forcément de plan. Enfin, j'avais pas du tout de plan parce que déjà, j'avais pas de visibilité sur ce que j'étais capable de faire et les opportunités que j'allais avoir. Si j'avais un rêve, c'était celui de devenir avocate dans le droit international. Voilà, c'était vraiment mon truc. Ali McBeal, ce genre de choses. Voilà. C'était vraiment ce que je voulais faire, mais je savais pas forcément ce que c'était. Je me souviens, c'était de vraiment défendre des intérêts qui sont plus forts que moi. Ça, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Politique, histoire, ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. J'ai beaucoup pris de mon arrière-grand-père, donc avec qui, jusqu'à l'âge de 19 ans, parce qu'il est décédé quand j'avais 19 ans, ça a été mon mentor sur beaucoup de choses. Et voilà, il racontait de belles histoires. Et même sur l'histoire de la Serbie, parce que tu as une attache forte à ton pays, si je dis pas de bêtises. Oui, en effet. Moi, je suis née en France, donc si tu veux, je suis originaire de Serbie. Toute ma famille est originaire de Serbie. J'y vais depuis que je suis toute petite. J'y vais à chaque vacances scolaires. Et j'ai gardé cette habitude aujourd'hui avec mon fils. Mais pour moi, c'est très important. C'est une double culture. Bien sûr. J'ai appris à parler serbe avec mes grands-parents, puisque avec mes parents, on parlait français pour qu'ils puissent s'intégrer le plus facilement en France. Voilà, j'ai appris un serbe très ancien et très marqué par de l'argot, on va dire, mais on dit que c'est assez mignon quand je parle serbe. Est-ce qu'il y a une première leçon que tu te souviens dans ton enfance ou ton adolescence que tu as apprise, alors peut-être par ton grand-père ou peut-être par ta famille ou à l'école, je sais pas, mais la première leçon qui t'a vraiment marqué, auquel tu penses en premier quand je te dis ça? Ouais, c'est des sujets qui sont très très sensibles et très intimes, mais si je veux être complètement honnête avec toi, oui, bien sûr, j'ai eu des difficultés dans mon enfance qui ont fait qu'un jour, je me suis dit, il va falloir que ma voix porte assez haut et assez fortement pour qu'on puisse m'entendre. Donc c'est ça qui te challenge aussi aujourd'hui? Alors aujourd'hui non, parce que ça y est, ça s'est passé, ça fait maintenant quasiment 30 ans, c'est difficile de dire ça. Ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui, mais c'est des épreuves qui oui, ça a été un leitmotiv pendant très longtemps, oui, en tout cas. En revanche, j'oublie pas cette petite fille-là. Voilà, il y a des moments en effet où peut-être j'y repense, mais ça fait partie de moi. Donc en fait, ça a sorti une telle force de moi qu'aujourd'hui, oui, j'y repense et je sais. Enfin, maintenant, on le sait, mais que ça vient de là, oui. Mais après, tu vas cheminer vers le monde du football, puisque là, on a parlé de natation, on a parlé un petit peu de droit, voilà. Comment tu arrives à cheminer très rapidement vers le monde du foot? Comment tu arrives à ce monde du foot alors que tu descends donc, à 15 ans à Monaco, tu viens du 93, donc tu n'es pas du tout dans le monde du foot à la base, à part la tâche avec ta famille, mais comment tu y arrives? Alors déjà, quand j'arrive en 2003 à Monaco, il faut savoir que j'arrive certes à Monaco, au lycée Albert Ier, en équipe première de natation, magnifique, mais que je connais personne.
déjà à la base, mais en plus de ça, j'ai pas les moyens de Ouais. pouvoir suivre le rythme monégasque. Donc, il faut savoir qu'au lycée Albert Ier, en tout cas dans tous les lycées de Monaco, on a l'accès, enfin je crois que c'est toujours valable aujourd'hui, mais l'accès gratuit au stade Louis II. Ça tombe pendant la saison 2003-2004. Ok. On Ouais, finit, donc t'as de la chance, hein, parce qu'on rappelle, voilà. finale de Ligue des Est-ce Champions. que j'ai porté bonheur? Ouais, je sais pas. J'ai vécu une saison incroyable. J'ai passé tout mon temps au stade Ouais, tu pour m'étonnes. avoir une vie sociale, mais aussi parce que c'était fou. C'était complètement fou. Donc oui, j'ai commencé comme ça. Enfin, j'ai commencé. J'ai vu de nouveau, après 98, j'ai vu cette saison-là. Et c'était pareil, un vecteur social. Et ça revient vraiment à chaque fois dans ma vie que le football est un vrai ascenseur social pour beaucoup de gens, et moi y compris. Et comment tu arrives alors donc à représenter peut-être au début des joueurs des intérêts déjà dans un premier temps? Comment ça vient ça? Ça vient avec le réseau, tu parles de vecteur social, mais justement, est-ce que dans le métier d'agent, le réseau est quelque chose d'important? Donc, Oui, bien sûr. comment ça vient en premier? Alors, ça vient par opportunité, honnêtement. Enfin, d'un côté, j'ai évolué, donc, pour faire rapidement le parcours, j'étais à l'école à Monaco, j'ai passé mon bac là-bas, j'ai fait une prépa Sciences Po à Aix-en-Provence, et puis ensuite, bon, j'avais besoin de travailler. Donc, j'ai dû Bien arrêter tout ce que je faisais, malheureusement. Malheureusement ou heureusement aujourd'hui, parce que maintenant, vraiment, ça me porte plus du tout préjudice. J'ai commencé à travailler, donc je suis devenue agent de voyage. Donc déjà, pendant 5 ans, j'étais agent de voyage. Sachant que pareil, là, j'avais passé quelques échelons, etc. C'est pas du jour au lendemain, on devient agent de voyage. C'était vraiment agent de réservation au téléphone, à convaincre des gens de payer. À l'époque, c'était par carte bancaire, comme ça, on prenait sur des papiers qu'on scannait, c'était fou. Et puis après, passer agent de voyage, etc. Donc ça a duré 5 ans. Mais en tout cas, ça m'a permis de toucher une clientèle fortunée, avec beaucoup d'exigences. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, me sert beaucoup. Parce que, voilà, j'ai travaillé avec des gens qui ont beaucoup d'argent et beaucoup d'exigences. Et donc, suivre le rythme de ça. Donc, c'était une très bonne formation. Voilà. Et aussi convaincre les gens. Et les convaincre au téléphone, pour moi, ça a été vraiment une vraie leçon commerciale, quoi. Donc, quand ça rejoint aujourd'hui le fait de défendre des intérêts. Bien sûr. Ensuite, je suis devenue assistante personnelle et exécutive à Monaco. Donc, j'ai commencé à travailler pour une famille très connue à Monaco qui sponsorisait le padel à l'époque. Donc, si je te parle de ça, c'était à 10-12 ans. Quand ça commençait un petit peu à être... Il n'y a personne qui mettait pas un copec sur le padel. À part lui, à part ce monsieur et cette famille. Et donc, c'était le sport business. Et honnêtement, c'était la première fois que j'étais face à ça. Et j'étais passionnée de ça. J'ai adoré. Même si ce sport-là, je ne le connaissais pas du tout, j'ai appris. Bon, non pas que je joue au padel aujourd'hui, même si ça m'arrive de temps en temps. mais pas bonne du tout, en tout cas. En toute humilité. En tout cas, voilà, je savais que le sport business, en tout cas, c'était... Ouais, tu trouvais un intérêt. Voilà, mais j'ai surtout senti qu'il y avait de l'argent dans le sport et qu'il y a quelque chose à faire. Pour moi, j'ai vraiment senti comme une niche, alors que bon, ça existe depuis très longtemps. Mais en tout cas, j'étais en plein dedans. Et je savais qu'un jour, je travaillerais dans le foot. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je savais qu'un jour, tu le sentais, je le sentais. Est-ce que c'est plus facile quand on est... Moi, je ne sais pas du tout, mais quand on est à Monaco, tu vas pouvoir nous dire de créer du réseau. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens fortunés. Complètement. Y a un réseau qui est beaucoup plus facile, j'imagine. Alors, c'est plus facile, oui, parce que déjà, c'est 2 km². C'est des décisionnaires qui sont là-bas. Évidemment... Monaco a tout fait pour mettre en avant le sport, toujours. Enfin, c'est vraiment, j'ai toujours connu Monaco comme ça. Et donc, vraiment, les décisionnaires sont présents à Monaco. Et donc, en effet, on peut côtoyer les tennisman, les coureurs de F1. Très rapidement, en fait, le circuit est très court. Le circuit est très court et c'est tout petit. Et Monaco, ce qui est bien, c'est que, en fait, quand on sait déjà que tu deviens local, parce que là, ça fait depuis 2003 que j'y suis, donc 23 ans que j'y suis. J'ai beaucoup travaillé et en effet, c'est un petit réseau, tout le monde se connaît. Ouais, tout le monde connaît donc si je travaille bien, il y a des bons échos. Et quand il y a des bons échos, ça va assez vite. Et c'est comme ça que j'ai pu travailler pour l'ancien vice-président de l'AS Monaco. Ça s'est passé comme ça. Vraiment, j'ai eu un coup de pouce du destin qui a fait que voilà, son ancienne assistante que j'apprécie beaucoup m'avait dit la place se libère et elle est pour toi, en quelque sorte. Une vraie passe D déjà. Ouais, une vraie passe D, mais c'était à la base, c'était plus complexe que ça, dans le sens où ça a duré. À la base, c'était juste pour 3 mois, que j'avais déjà pris fait un choix professionnel
pour revenir à Paris, vivre Ouais. à Paris pour un autre poste. Et puis finalement, quand on s'est rencontrés avec Vadim, on a de suite... Ouais, ça a matché direct. Ça a matché direct, vraiment. Professionnellement, ouais. Voilà, et là, il a ouvert son agence. Il avait ouvert son agence et puis il avait besoin d'une assistante exécutive et personnelle aussi, puisque je m'occupais également de la partie personnelle. Et ensuite, ça allait très vite sur la société, puisque, voilà, première salariée à l'époque de la société. Et puis ensuite, c'est à cette occasion-là que quelques années plus tard, je suis devenue agent. Et donc, on le dit, tu deviens agent. Pour beaucoup de monde, en fait, c'est quelque chose d'hyper diffus parce qu'on dit agent, voilà, il gagne beaucoup d'argent, etc. On va y revenir après. Si en 1 minute, tu dois nous expliquer le plus simplement du monde le métier d'agent, comment tu nous le définirais? En 1 minute, très simplement, défendre les intérêts d'un joueur, l'accompagner pendant sa carrière, j'ai envie de dire même après sa carrière, mais en tout cas, l'accompagner dans les décisions stratégiques, aussi bien sportives, juridiques, et tous les à côté, en fait. Je vais aller jusqu'à personnel, etc. Mais oui, c'est de développer une carrière d'un joueur. Donc, on va sur l'économique, on va sur... On va sur tous les aspects. Sur tous les aspects. Le premier aspect, l'aspect dans lequel on rentre, c'est l'aspect sportif, puisque c'est de là où on va puiser, en fait, tout simplement, on va aller chercher le talent. Donc, c'est d'abord l'aspect sportif qui parle, évidemment. Mais après, il y a tellement de points. J'ai envie de dire l'aspect sportif, l'aspect mental, accompagnement, etc. Et ensuite, évidemment, il y a toute la partie juridique, contractuelle, économique, fiscale. Ouais, c'est vraiment tous les pans de sa vie, en fait, en réalité. Ouais. Comment tu deviens agent? J'imagine qu'on ne dit pas je suis agent du jour au lendemain, même si je pense qu'il y en a qui le font. Il y en a beaucoup qui le font. Voilà, mais comment on devient agent? Est-ce qu'il y a un diplôme? Comment ça se passe? Oui, il y a un diplôme. Alors, ça dépend où est-ce qu'on travaille, évidemment. Donc, il y a un diplôme en France, par exemple. Il y a la licence d'agent FFF qui est délivrée par la Fédé, qui est très difficile, un examen extrêmement difficile à obtenir. Au-delà du fait d'être difficile à obtenir, il faut vraiment une abnégation et perdre ce côté logique juridique parce que c'est quasiment que du par cœur et cet examen est fait pour ne pas l'avoir. Il y a un taux d'échec énorme. Voilà. Je crois qu'on est sur un taux de réussite, si on prend tous les sports, tous les agents sportifs, parce que c'est en deux étapes. Le premier pour les agents sportifs en général sur toutes les fédérations, puis spécifique au foot. Je crois que si tu pars du départ, donc des 800 ou 900 personnes qui le commencent et qui l'obtiennent à la fin, on doit être à 3-4% de réussite. C'est rien du tout. C'est vraiment rien. Et sachant que la majorité le passe pour le foot. Et non, il y a très peu d'agents licenciés, donc il est fait pour ne pas l'avoir. Donc déjà, voilà. Moi, j'ai passé 5 ans pour l'avoir. Et pourtant, comme je t'ai dit, j'ai toujours été excellente à l'école. T'as fait du droit? J'ai fait du droit. Je suis passionnée de ça. Passionnée, donc c'est vraiment, je vais aller jusqu'au bout des choses et des réflexions. Et j'ai mis 5 ans pour l'avoir. Ouais, donc c'est énorme. C'est énorme. Non pas que je le méritais avant, parce que je ne l'ai pas eu, mais je le loupais chaque année à un point près, quasiment. Et si je ne suis pas en France et que je veux être agent, c'est pareil? Est-ce que c'est réglementé? Comment Alors ça se passe? aujourd'hui, il y a la licence FIFA qui permet de travailler dans la plupart des pays du monde, à part quelques pays européens, comme la France notamment et l'Italie par exemple. Donc ça, pareil, c'était un examen. Voilà, je l'ai passé, je l'ai eu du premier coup, celui-là. Quand on est agent, c'est pareil, c'est une question que beaucoup de monde se pose. Et comment on peut se rémunérer? Donc, est-ce que le joueur nous paye directement? Est-ce qu'on est salarié? Voilà, comment ça se passe? Et puis, combien on peut gagner? J'imagine qu'il y a des fourchettes vraiment diverses et variées, mais comment ça se passe pour la rémunération déjà? C'est 10%, en France, c'est 10% du salaire annuel du joueur. Donc si on prend... Ouais, non mais c'est assez simple en fait. Non mais alors attends, parce que ça c'est la base, d'accord? Déjà, c'est la base, c'est le maximum. Oui, ça peut être que 5% par exemple. Ça peut être rien. Aussi. Et voilà, la plupart du temps, c'est le club qui paye. Après, au nom ou pas du joueur, ça c'est d'autres sujets. C'est plus fiscal ça comme approche. C'est le club qui paye et c'est quand il veut bien payer. Voilà. Oui, des fois, tu peux négocier un contrat, passer beaucoup de temps et... Ce que j'aime à dire, c'est que moi, je pars du principe que le club ne veut pas me payer. Ouais. C'est mon principe de base. Ouais. Toi, tu pars dans l'idée qu'il ne te payera pas. Oui. Quand je négocie avec, oui. La plupart du temps, ça se confirme ou pas? C'est difficile à dire parce que... non, les paiements, ils ont lieu, mais ils n'ont pas lieu en temps et en heure. Là, c'est rare que c'est rarissime que c'est lieu en temps et en heure. Après, ça dépend de tellement de facteurs. C'est aussi bien avec le club,
avec l'accord que tu as avec lui. Et aussi, des fois, c'est lié aux performances du joueur, des fois Ouais, bien à sûr. la politique même du club, des fois, Ouais, il y a des choses que tu maîtrises, d'autres que tu maîtrises pas. Donc, vraiment, ouais, il y a c'est... plein de facteurs, quoi. Ouais. C'est assez on va dire, irrégulier sur ces Mais questions-là. voilà. Du coup, je sais pas si je vais continuer à être payée par les clubs ou pas. Sur le foot amateur, on est aussi dans une génération où, notamment en France, mais je pense que ça va se généraliser aussi dans d'autres pays, où on devient de plus en plus fou, entre guillemets, si on peut utiliser ce terme-là. Avec, on parlait un peu du projet Mbappé, des choses comme ça, où on investit beaucoup sur son enfant, etc. Toi, est-ce que tu penses qu'un gamin qui a 12 ans, qui est dans un club amateur, ça sert qu'il ait un agent aujourd'hui? Parce qu'on entend des fois des parents dire voilà, mon gamin il a un agent alors qu'il joue dans un club amateur, qu'il a que 12 ans. Est-ce qu'il y a un intérêt à tout ça? Bah, c'est un vrai sujet parce que moi, pendant très longtemps, je me disais vraiment, les jeunes, non, quoi. Non, du tout. Maintenant, tu es obligé de le prendre en considération puisque aujourd'hui, les recrutements se font de plus en plus jeunes. Mais au-delà de ça, les agents, il y a une telle concurrence qu'une fois que, j'ai envie de dire, ils ont verrouillé, comme ils le disent, et c'est même horrible, tu vois, de dire ça. Mais pour moi, à 12 ans, ça n'a pas de sens. Ça a un sens de dire à un moment donné quand l'enfant ou le jeune dit voilà, je veux en faire mon métier et qu'on sent qu'il a les capacités, de lui donner tous les outils nécessaires pour le faire. Ça s'appelle un accompagnement. Pour moi, c'est un accompagnement. Donc, c'est pas forcément la même chose que le métier d'agent. Ouais, c'est deux choses différentes, d'accompagnement à un pro et un jeune joueur. Complètement, ça n'a rien à voir, même dans le métier, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il y a certains joueurs qui ont, j'ai envie de dire, pas forcément besoin d'agent, parce que leur talent parle pour eux-mêmes. Après, évidemment, sur certains cas... des petites questions juridiques, etc. Petites, qui ont des grosses conséquences, mais voilà, beaucoup de choses. Gérer plus de l'optimisation de leur carrière. Mais pour devenir professionnel, tu as plus besoin d'accompagnement que d'agent. Ouais. C'est pas bon de dire ça. Oui, parce qu'à une époque, moi j'ai joué au foot aussi, il n'y avait pas forcément, ou même avant moi, les jeunes joueurs n'étaient pas accompagnés par des agents et ils arrivaient au niveau quand même. Tu vois, c'est pour ça que je pose cette question-là. Et c'est pareil, ça complétera, mais quel conseil toi tu pourrais donner à des parents qui potentiellement ont un enfant qui a du talent et qui est approché par un agent? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quel doit être le réflexe? Parce que j'imagine qu'on peut être un peu perdu quand c'est le cas. Ouais, complètement. Après, garder la tête froide, la première des choses. Voir le bonheur de son enfant sur le terrain aussi, c'est qu'il garde cette envie et ce plaisir de jouer. Parce que tu as beau être talentueux, si tu n'as pas la tête, c'est pas la peine. Et en effet, s'ils doivent vraiment faire un choix d'accompagnement, vraiment qu'ils aillent plus sur le lien avec l'enfant et le lien avec cette personne qui va l'accompagner, quels moyens elle va mettre, etc. Ne pas hésiter à poser les questions, ne pas hésiter à en poser 10 000 et d'être extrêmement présent. Voilà, c'est comme déléguer un peu une autorité parentale. Il y a un lien humain qui doit se créer aussi avant tout. Et puis la licence d'agent, du coup, si je comprends bien sûr. Non, parce que ça peut être un... Bien sûr. Si on ne le sait pas, je me dis... il faut vérifier. Et puis c'est ouvert, c'est-à-dire vous regardez sur le site de la FFF. On peut savoir si quelqu'un... Bien sûr. Voilà, bien sûr. Ouais, c'est important pour les parents parce que je pense qu'ils ont besoin d'être aiguillés par rapport à ça. Est-ce que toi, alors on n'a pas vanté tes mérites à ce point-là, mais tu as quand même négocié et puis eu des contacts dans certains des plus grands clubs du monde avec des directeurs sportifs, etc. Est-ce qu'il y a des fois où tu t'es vraiment retrouvé impressionné face à quelqu'un, où tu t'es dit c'est costaud en égo, ou lui, il joue bien son rôle? Est-ce qu'il y a des noms que tu peux nous donner par rapport à ça? Oui, alors bien sûr, parce que j'arrive, ça fait quand même que 6 ans maintenant que je fais ça, 6-7 ans que je fais ça. Il y a des fois où, quand on arrive à une table de négociation, moi je suis assez bluffée quand je vois certaines personnes qui ont un charisme énorme quand ils s'assoient à table, et puis en fait tu les mets un peu en difficulté. Il faut avoir le cran de le faire. Oui, bien sûr. Et j'ai toujours eu, ou en tout cas, travaillé pour pouvoir avoir le cran de le faire. Je me comprends dans le sens où j'y vais pas juste comme ça au culot. Tu dois être légitime en termes de compétences derrière, et d'arguments. Je suis vraiment baquée. C'est-à-dire, j'ai option A, B, C, D, E, tu vois, ça va aller très loin. Et puis, tenter des choses. Alors, oui, il y a des fois où ça devient très théâtral. Je me souviens de Monchi quand on va signer à Séville pour Tanguy Kouassi, et que en fait Tanguy est dans la salle d'à côté pour signer.
Nous, on n'a pas encore discuté de certains détails du contrat. Et que Monchi pète un câble. Il arrive, théâtre, etc. Et en fait, évidemment, ça m'a choqué, on va dire. Ouais, ça déstabilise un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il fait, voilà, c'est pas possible. Et puis surtout, en fait, la chose que je me suis dite vraiment, c'est que s'il est dans cet état-là, c'est qu'on a gagné. Et que, enfin, gagner, ça veut dire qu'on va avoir ce qu'on veut, c'est-à-dire vraiment aller jusqu'au bout des choses. Tu vas avoir les termes du contrat que tu as proposé. Voilà, voilà. Mais ça, par exemple, oui, ça m'a beaucoup marqué parce que c'est très théâtral. Après, j'ai envie de dire, il y a toujours un moment donné dans ces discussions-là où ça va basculer. Et ce petit moment, il y a une grosse pression, une grosse adrénaline. Bien sûr. Donc, non, ça m'est déjà arrivé, oui. Et c'est des négos qui peuvent durer combien de temps Ah oui, ça dure... en fait, déjà, ça dépend. Est-ce que c'est un transfert? Est-ce que c'est un joueur libre? C'est pas le même temps. Quand c'est des transferts, ça dure des semaines et des semaines. Ça peut durer toute une année, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis se concrétiser à la fin, pendant la période de transfert. Les négos dans les derniers jours, pour moi, c'est là où j'agis le plus. En tout cas, je dors pas beaucoup, ouais. Je dors pas beaucoup et puis ça se joue des fois à pas grand-chose. C'est vraiment des fois des silences, des fois des appels non répondus. Voilà, ça m'est arrivé de passer jusqu'à 4 heures du matin avec 2 avocats en face, aller page sur page, reprendre. Ouais, pour finir le truc, parce que on entend des fois des clubs qui disent bah voilà, le transfert c'est pas fait parce que le document n'a pas été envoyé en temps et en heure. Oui, contrat... ça c'est une fois que c'est signé. Ouais. Parce qu'on va arriver à la signature, mais il faut savoir que c'est pas à la signature et tout est fait. Ouais. Et je suis payée, le joueur est enregistré, pas du tout. Il faut gérer le après. Le paiement, évidemment, ça c'est autre chose, mais l'enregistrement du joueur. Ouais, c'est ça, il y a l'enregistrement au niveau de la FIFA, Ouais, au niveau de la FIFA, ou de la fédération plutôt nationale, mais ça passe des fois par la FIFA quand c'est un transfert international. Voilà, et ça, c'est des choses qui me plaisent beaucoup, qui me passionnent beaucoup d'ailleurs. Tu travailles avec beaucoup de joueurs, on a donné des noms tout à l'heure, mais tu as travaillé avec pas mal de joueurs là depuis que tu as commencé. Est-ce qu'il y a des moments où ils ont des doutes au niveau sportif ou au niveau même... de leur carrière, sur les choix qu'ils ont faits, etc. Quel rôle vous avez-vous sur, j'aime à dire un petit peu assistant ou assistante sociale, mais à quel point vous les soutenez moralement quand c'est comme ça? C'est du soutien quotidien. On arrive à se dire dans quel état d'esprit ils sont. Donc, quand on connaît bien le joueur avec qui on travaille, on est capable d'anticiper ses réactions. Même si la plupart du temps, c'est assez difficile de se dire exactement. Mais honnêtement, quand on les connaît bien, on sait ce qui va se passer. Là, on sait qu'il ne va pas nous parler pendant 2 jours. Là, on sait qu'il ne va pas être bien, etc. Après, il y a toujours des fois des situations qui nous échappent. Et puis, la beauté du foot, c'est que des fois, c'est des choses qui ne sont pas du tout prévues. Et voilà, donc il y a des moments très forts et des moments très difficiles. Donc, quand il y a des périodes de doute... il y a l'aspect professionnel qui est là, ramené à la réalité, apaiser, apporter un backup en fait, parce que c'est ça aussi, beaucoup de backup. Voilà, tu as besoin de quoi à ce moment-là pour résoudre ton problème, tu vois. Mais après, ça dépend beaucoup de la psychologie des joueurs, et plus ils sont forts généralement, et plus ils ont cette force déjà en eux, trouver la solution eux-mêmes, tu vois, Ouais, sans aller chercher une autre solution ailleurs à quelqu'un. Mais est-ce que justement, des joueurs toi, est-ce que tu aurais un nom à nous donner sur un des joueurs avec qui tu as travaillé qui t'impressionne sur le côté je doute pas et je suis toujours dans la performance? Il y en a un qui m'a beaucoup impressionné il y a quelques années. Et vraiment, c'est fou, mais Mouktar Diakabi, quand il s'est blessé et qu'il est revenu et qu'il a marqué au Bernabéu, personne n'aurait dit que c'était capable. Valence. Et franchement, j'ai trouvé ça fou. Et pour moi, c'est un très bel exemple. On a parlé un petit peu des parents tout à l'heure. Il y a un doc qui est sorti sur Canal+ il n'y a pas longtemps, qui parle un petit peu du projet Mbappé. On voit justement le papa de Kylian Mbappé qui parle un petit peu. C'est produit par Mélissa Thériault, je crois, la femme de Jamel Debbouze. Et il y a des parents qui poussent un peu trop leurs enfants. On le voit un petit peu dans le documentaire. Alors, c'est pas présenté forcément de cette manière-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dégoûter ses enfants si on les pousse trop à s'entraîner tous les jours ou autre, par exemple? Bien sûr. En fait, c'est comme je te disais tout à l'heure. Si le talent est là, mais que la tête n'est pas là, ça sert à rien.
Et je vois beaucoup de parents vivre par procuration. Ouais. Et c'est très difficile parce que, bon, déjà, en tant que maman, je le vois et je me dis, waouh, c'est dur. Et après, il y a beaucoup d'argent en jeu, hein, c'est la vérité. Et il ne faut pas se leurrer. C'est clairement l'appât du gain, généralement, et aussi de la notoriété. La notoriété, la lumière. Voilà, la lumière sur une famille ou sur un parcours. Moi, j'ai déjà vu des parents monnayer la carrière de leurs enfants, très jeunes, enfin le potentiel de carrière en tout cas de leurs enfants. Des fois, ils ont eu raison, des fois non. Donc voilà, ça fait partie du... Est-ce qu'on peut cramer ses enfants un petit peu mentalement aussi par rapport à tout ça ? En fait, il faut comprendre qu'à la sortie d'un centre de formation, donc, la majorité des enfants sortent sans passé professionnel. Donc, ils commencent une vie professionnelle avec un constat d'échec. Moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de mal de voir ça parce que déjà, il n'y a pas que le métier de joueur de football professionnel. Il y a beaucoup de métiers dans le football professionnel également, aussi bien entraîneur, aussi bien directeur sportif, il y a énormément de choses qu'on peut faire, bien sûr. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut faire, et exceller et aussi très bien gagner sa vie avec. Donc, c'est très difficile quand je vois certains jeunes qui, parce qu'ils n'ont pas signé pro, ou qui n'ont pas été concluants en tant que premier pro, parce que ça, c'est encore plus dur, perdre tout simplement, partir dans la vie avec un constat d'échec. Ouais. Donc, il y a la confiance en eux qui baisse, il y a pas mal de choses. Exactement. Et ça, c'est quelque chose auquel j'ai pensé très tôt quand j'ai commencé dans ce métier-là, de faire très attention avec les jeunes et avec les parents de jeunes, de toujours mettre en avant que c'est pas parce qu'on réussit pas dans le foot qu'on réussit pas. Ouais, qu'on n'a pas un parcours ailleurs, même dans un autre domaine que le sport. Exactement. Réalité, bien sûr. Exactement. Est-ce que parfois le fait, on en a discuté un peu déjà ensemble tous les deux, mais est-ce que le fait d'être une femme dans ce milieu d'hommes, entre guillemets, on peut le dire quand même, je pense que tu côtoies vraiment beaucoup plus d'hommes que de femmes dans ce milieu-là, femme entrepreneuse qui gagne sa vie aujourd'hui vraiment convenablement et qui est dans un milieu d'hommes, est-ce que des fois ça t'a porté préjudice ? Est-ce qu'il y a des gens où tu as senti que tu n'étais pas forcément respectée parce que tu étais une femme ? Oui, complètement. Après, quand je suis arrivée dans ce milieu-là, je le savais. Où tu mettais les pieds ? Je savais où je mettais les pieds et j'ai pris une décision. Est-ce que oui ou non, je veux devenir agent ? Est-ce que oui ou non, je vais être dans ce métier-là ? Donc, j'ai fait le choix, oui. Est-ce que ça va me coûter beaucoup de nuits de sommeil et plutôt de remise en question de moi ? Ta légitimité, ma tes légitimité, compétences, etc. Oui, à ce point-là, non, je ne pensais pas. Mais oui, il y a eu beaucoup de fois, évidemment, parce que je suis une femme, où on ne me prend pas au téléphone, où on nous rajoute un interlocuteur qui lui-même doit être payé, où ce que je dis n'est pas vrai, alors que la même personne, un homme le dit, la même phrase, un homme le dit, c'est OK. Bon, voilà. Après, honnêtement, ça m'a aussi beaucoup aidée d'être une femme. Déjà, on se souvient beaucoup plus de moi. Ouais. Oui, parce que tu es un peu unique dans le milieu, voilà, entre guillemets, voilà, il n'y en a donc pas j'essaie beaucoup. d'en tirer profit, tu vois, d'une façon très professionnelle, mais oui, on se souvient généralement de moi, et ça, c'est une bonne chose quand on travaille avec les clubs. Après, des fois, il y a des joueurs, la première question que je me pose, c'est est-ce que le joueur, il veut que ce soit moi qui le représente ? Est-ce qu'il veut que ce soit une femme qui le représente ? Il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas, point. Bien sûr. Me dis pas, par contre, oui, et ensuite, non, tu vois. Ouais. Donc... voilà, ça m'a porté préjudice, oui, à plusieurs reprises, surtout dans les négos, c'est surtout dans ces moments-là. Ça peut arriver de temps en temps. Oui, ça arrive. Et tu as parlé un petit peu depuis tout à l'heure, tu as parlé une ou deux fois de ton fils. Ouais. Et tu as parlé aussi du fait de devoir faire beaucoup de sacrifices, de remise en question sur tout ça. À quel point il y a du sacrifice dans ton métier aujourd'hui ? J'imagine peut-être tu vois pas tout le temps ton fils, tu habites dans le sud, aujourd'hui on est à Paris, donc par exemple, voilà, tu es loin de chez toi. Comment tu le gères ça ? Alors, faut savoir que j'ai commencé ce métier, il avait 4 mois. Ouais. Voilà. Donc il est né dedans, lui aussi. Il est né dedans. Ouais. Donc j'ai fait du mieux que j'ai pu tout au long, c'est-à-dire aussi bien passer du temps, autant de temps que possible avec lui, que aussi faire quelque chose qui me plaît et me passionne, quoi. Donc, t'épanouir un petit peu. Et qui me voit aussi épanoui. Donc lui, il a vraiment connu... tout le cheminement. Tout le cheminement. Ouais. Donc les sacrifices, après c'est comme partout, je pense dans beaucoup de travail. Et moi j'ai cette chance-là aujourd'hui d'avoir la liberté quand même d'avoir un emploi du temps que je
peux, entre guillemets, moi-même fixer, mais il y a des périodes de transfert, il y a des périodes de... On arrive aujourd'hui à trouver un certain équilibre, même si évidemment, je suis beaucoup sur les routes et dans les avions. Mais non, écoute, il y a une organisation militaire à la maison. J'ai la même nounou pour mon fils depuis qu'il est né, et ça me change ma vie. J'ai évidemment des membres de ma famille qui sont aussi extrêmement proches. Et puis, j'ai un fils qui comprend ce que je fais. Ouais, parce que tu lui as expliqué. Parce que je lui ai expliqué. Alors, ça a mis du temps, mais je lui ai expliqué. Et puis, il est très fier. Bien sûr. Ce que je vois dans ses yeux, c'est vraiment beaucoup de fierté. Bah, oui. Voilà, donc il comprend. Après, comme ce matin, par exemple, typiquement, il n'avait pas envie que je parte, quoi, tu vois. Ouais, c'était dur. Donc, est-ce que je lui ai cuisiné un gâteau en plus hier soir? Oui, tu vois. Est-ce qu'il était bon? Non. Bon. On peut pas être fort en tout. Mais je t'ai dit, il était pas bon. Est-ce que justement, ton fils, tu l'encouragerais, toi, à faire carrière dans le foot aujourd'hui? Parce que tu as la connaissance de ce milieu-là précisément. Alors, le cas de mon fils, je dirais pas que... Je peux pas lui dire non, tu vois. Je serais mauvaise de lui... Enfin, ça serait mauvais exemple de dire non. Ouais. Si c'est vraiment ce qu'il veut faire, si c'est réellement ce qu'il veut faire et ce qu'il habite et il peut pas... Il s'envisage pas dans autre chose, évidemment, je vais lui donner tous les outils possibles et inimaginables pour avancer. Est-ce que j'aimerais qu'il le fasse? Moi, je veux qu'il réalise ses rêves et qu'il soit heureux. Donc, si c'est le cas, ok. Si c'est pas le cas ou que c'est juste pour certaines motivations, non. Parce que c'est tellement difficile. Bien sûr. Et je peux pas me permettre de dire, voilà, mon fils a 18 ans, s'il me pas pro, qu'est-ce qu'on fait? Il est en échec? Non. Bah, non. Non, voilà. Tu veux qu'il ait envisagé autre chose aussi. Exactement. Bien sûr. De toute façon, ça c'est clair, hein, études, voilà. Ouais, qu'il puisse avoir ce double projet en tout cas. Oui, complètement. Ouais, c'est important. On a parlé du point de vue économique tout à l'heure. On a évoqué les différents points sur lesquels vous pouviez accompagner les joueurs en tant qu'agent. Ouais. Est-ce que quand on a 20 ans, parce que je pense que ça t'est déjà arrivé, on est prêt à toucher des milliers ou des millions d'euros pour certains cas très rares, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à gérer tout ça? Et comment vous accompagnez les joueurs de ce point de vue-là? Alors non, personne, je crois, est prêt du jour au lendemain. Même quand on a 50 ans, mais bien sûr que non. Ouais. Non, personne n'est prêt pour gagner autant d'argent en si peu de temps. Encore moins l'utiliser, encore moins le placer. Voilà, donc évidemment, on accompagne sur ce point de vue-là. Je pense que le métier d'agent, c'est une chose, mais il y a des autres personnes qui sont, avec qui je travaille, un fiscaliste, un comptable, un avocat. Voilà, donc il y a toujours des gens autour qui font leur métier, et chacun son métier en réalité. Ouais, il y a aussi le côté, là on a abordé le point de vue économique. Je sais qu'il y a des conciergeries qui existent. Concrètement, qu'est-ce qu'on met à disposition du joueur dans ces conciergeries-là? Ça sert à quoi? Une conciergerie, alors à la base, une conciergerie, c'est un concierge, donc quelqu'un qui est capable de répondre à n'importe quelle question que tu lui poses. Ouais. Ça, c'est la base, c'est la définition. Donc, quand il s'agit de conciergerie pour footballeurs, il faut répondre à des questions logistiques, répondre à des questions logistiques, des demandes qui pour moi sont standards, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai tellement eu des demandes de folie que voilà, pour moi c'est des demandes où il faut beaucoup de réactivité, et savoir déjà à qui on va faire appel et comment ça va se passer, tout en prenant en considération le fait que ce sont des personnes publiques la plupart du temps. Donc, il y a cet aspect-là. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Des fois, tu peux conseiller aussi peut-être certains trucs, de pas aller sur ça ou des choses comme ça. Ah bah oui, complètement. Ouais, c'est ça. Complètement. On ne peut pas s'amuser à donner les informations de mouvement de n'importe quelle personne. Tu vois, c'est pas possible. On doit pouvoir répondre à toutes les questions, toutes les demandes. Donc, aussi bien logistique, mais j'ai envie de dire aussi administrative. Et après, le reste, pour moi, tout ce qui est contractuel, dès qu'il s'agit de s'occuper de ton patrimoine, etc., il y a des gens qui ont ça comme métier. C'est-à-dire vraiment fructifier ton patrimoine. Donc nous, on est entouré de ces gens-là. L'idée, c'est de proposer la personne adéquate. Ok. Voilà, c'est ça. Et dans ce rôle-là, est-ce que concrètement, par exemple, tu peux organiser, je sais pas moi, l'anniversaire d'un joueur? Est-ce que tu peux lui chercher une maison? Est-ce que tu peux... Voilà, ça rentre dans ces missions-là. Bien sûr. Ouais. Tout ce dont il a besoin. Et tu as eu des demandes déjà très loufoques, même pas forcément avec les joueurs de foot, mais tu as travaillé avec des personnes assez argentées, on va dire. Est-ce que tu peux nous raconter une des... Oui, on m'a demandé l'atterrissage
d'un Rafale. D'accord. Voilà, on m'a demandé de faire venir un Rafale pour un anniversaire. Et que, à la base, on m'a demandé de faire un tour dans un Rafale, mais Ok. finalement, je l'ai fait faire venir dans la ville où ils étaient. Ok. Voilà, et voilà. Mais qui est-ce que t'appelles pour voir un Rafale? C'est ça la vraie question. C'est exactement ça. Parce que tu demandes pas une voiture. Ouais. C'est qui est-ce que t'appelles? C'est comment ça se passe dans ces cas-là. Faut Ouais, avoir un... ça se C'est le passe. réseau c'est le réseau qui fonctionne dans ces cas-là. Ouais, le réseau et... Ouais, le réseau. Et l'argent. Et l'argent, évidemment. Ouais, parce que Oui, si- parce qu'en fait, même ça, tu vois, en fait, ils vont même pas me demander un budget. Ils veulent juste savoir que ça va se faire. Là, Ouais. je parle pas de footeux. Oui, oui, tu me C'est parles pas- vraiment c'est pas- des c'est pas millionnaires de- ou des milliardaires Ouais, qui... milliardaire. Parce que ouais, même millionnaire, tu fais pas ça. ouais, je veux un Rafale, Ouais. tu as le budget illimité. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et dans ces cas-là, ça veut dire que toi, maintenant que tu travailles avec des footeux, à la limite, les demandes, elles sont même plus très loufoques. Non, c'est faux parce que Ah ouais? je peux pas dire ça parce Ouais. qu'après je vais avoir des demandes. Ouais, ça va être tellement la base pour toi. Non, non, Ouais. des fois j'ai des trucs un peu. T'as des trucs un difficiles, peu ouais. loufoques quand même, ok. Est-ce que parfois, sur le côté agent, alors t'as tout intérêt à me dire que non, mais est-ce qu'il y a des agents que tu connais ou t'as déjà entendu qui privilégient un petit peu le facteur économique pour eux-mêmes plutôt que le choix sportif du joueur? Donc le conseiller vers un choix qui va leur rapporter à eux, en fait. C'est ça. Oui, bien sûr, parce que déjà il faut savoir qu'il y a très peu d'agents qui vivent de leur métier. Ouais. Hein, la plupart des agents, ils ont un autre métier à côté qui leur permet de pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc il y a beaucoup d'agents, et ça je le comprends, tu vois, je ne suis pas là pour juger ou quoi que ce soit, mais qui des fois vont malheureusement pendant une transaction ou pendant une conclusion d'un contrat, en effet faire passer d'abord leurs intérêts. Leurs intérêts. Et c'est le piège, parce que même si tu fais ça et que tu vas signer le contrat, en fait, dans une saison et demie, T'as tué ton 2 joueur. ans, t'as tué, peut-être pas forcément tuer ton joueur, Ouais. mais ton joueur va changer d'agent. Et donc voilà. Finalement, tu perds ton joueur. Alors oui, pour un gain, voilà. Mais après, je le comprends aussi. Il y a des fois tellement des montants qui arrivent des fois sur une table et tu te dis, waouh, faut y aller quoi. Mais justement, est-ce que toi aujourd'hui, alors on donnera pas de nom, mais est-ce que un joueur qui est en plein boom en Europe, dans les plus grands clubs européens, il y a une offre mirobolante Ouais. d'Arabie Saoudite par Ouais, exemple, bien parce que sûr. c'est à la mode en ce moment. Oui, mais parce que c'est arrivé déjà. Et Ouais. voilà, est-ce que tu dis on l'envoie ou on l'envoie pas quoi? Bon. Alors que ça change une vie de manière sur des décennies. Ça dépend de la décision du joueur. Ouais, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide en fait qu'est-ce qu'il veut faire de sa carrière. Si le joueur il décide de monétiser au maximum pour pouvoir mettre à l'abri ses parents, pour pouvoir, je sais pas, tu sais pas pourquoi les gens des fois veulent autant d'argent, tu vois, mais des fois il y a des vrais sujets derrière, tu vois. Donc bien sûr. voilà. Par contre, si le joueur il me dit, Elena, je veux être dans le top 3 des joueurs dans le monde, bon, bah, Tu l'envoies pas en Arabie Saoudite. alors, pas forcément, parce que sinon, il ne faut pas travailler avec moi. Non, pas forcément, parce qu'en plus, il y a des belles choses qui arrivent aujourd'hui. Enfin, tu le vois, c'est beaucoup plus ouvert et les retours sont assez Oui, et fracassants. puis les équipes sont compétitives. Enfin, je dirais que les retours ne sont pas infaisables, tu vois. Mm. Il y a quelques histoires, là, récentes, justement. Ouais, où ils reviennent en Europe, Exact, etc. Bien sûr, ouais, exact. bien sûr. Donc, non, je dirais pas. Après, c'est sûr que c'est pas le trajet pour un jeune qui sort de centre et qui veut être en équipe A, quoi, tu vois. Ouais, mais les gens comprennent pas très souvent, je pense aussi, et ça serait le cas pour moi aussi. Mais tu sors du centre de formation et on te propose, je sais pas moi, 10 ou 15 ou 20 millions pour aller en Arabie Saoudite. Mais Est-ce que tu y réfléchis forcément en fait? Bah bien sûr, mais Même si si le le- joueur il veut y aller, Ouais. et si, enfin, c'est pas moi qui vais décider de sa vie, Ouais. tu vois. Dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce sera ses parents ou ses frères ou sa famille qui seront à table avec lui, tu vois. Moi, je serai pas forcément à table avec lui, c'est des décisions de vie, tu vois. Maintenant, moi, je suis là pour dire, ah, par contre, si tu veux évoluer au Bayern dans 2 ans, bah, Ouais, ça va être plus calme-toi. compliqué, quoi, tu vois. Ouais, voilà, toi, tu vas aller lui poser les questions et lui, il va interpréter après. Non, mais après, quand je défends les intérêts d'un joueur, je sais aussi quelles sont Ses ambitions. ses ambitions, exactement. Justement, tu as parlé un petit peu de la famille, de l'entourage. Est-ce que parfois, toi, dans certaines négociations, dans certains cas, que ce soit avec les clubs, que ce soit avec les joueurs, quand tu négocies avec eux pour les représenter, est-ce que des fois, ils peuvent te court-circuiter? Est-ce que la famille peut être Oui. un obstacle? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et je dirais pas qu'ils le font contre moi. La plupart du temps, où ça s'est passé, c'est pas souvent passé, mais ça s'est déjà arrivé. Ils l'ont pas fait contre moi parce qu'ils ont quelque chose contre moi. C'est juste qu'en fait, ils ont peur à un moment donné que ça capote, tu Bien vois. sûr. Et ils ont peur que ça se fasse pas. Et donc, ils vont faire quelque chose qui va déjà me décrédibiliser auprès du club. Et donc, à ce moment-là, ma voix, elle porte beaucoup moins.
Et puis, voilà, qui va ouvrir la porte à tout et n'importe quoi, jusqu'à ce que le deal ne se fasse pas. Ne se fasse pas, ouais. Mm. Et on l'a pas dit, mais toi, quand tu représentes un joueur, donc il y a un contrat au sens Mhm. juridique du terme qui est Mhm. signé. Mhm. Comment ça se passe? Est-ce que le contrat peut être cassé de manière automatique par le joueur, par toi? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des clauses? Comment ça se passe de ce côté-là? La plupart des agents ont quand même des clauses pénales, on appelle ça des clauses pénales, donc où en fait on va protéger quand même, on va avoir l'exclusivité du joueur, mais en contrepartie, voilà, on protège notre contrat. Et Ouais. c'est normal, tu vois, il y a cette façon de faire qui est là. Après, comme moi, j'aime beaucoup le côté juridique Ouais. et contractuel. Je peux pas te donner une réponse où, ouais, le contrat, il est verrouillé à 100% et voilà. Moi, je pars d'un principe, si le joueur veut pas travailler avec toi, il travaille pas avec toi. Mm. S'il veut jouer sur quelques lignes de mon contrat, bah, qu'il y aille. Parce que derrière, Ouais, mais ma question concrètement, c'est demain, tu vas accompagner un joueur, par exemple, sur toute sa formation mhm, pendant 6, 7, 8 ans. mhm, Et puis, à l'aube de signer son premier contrat pro, mhm. est-ce qu'il peut te dire, Elena, on ne travaille plus ensemble? Ouais, bien sûr Alors que ça fait 8 ans qu'entre guillemets, Oui, ça, c'est une possibilité. bien sûr, Donc, c'est un risque énorme bien sûr. dans ce métier-là. Non, mais c'est pour que les gens comprennent, tu vois, le côté où, bah, quelque part, tu as financé, tu as Non, donné mais du temps, il faut comprendre que si tu tiens un joueur parce que tu as un contrat avec lui, c'est déjà que ça marche pas. c'est que ça marche pas pour toi, déjà. Ouais. Voilà. La vérité, elle est là. Et c'est difficile pour certains agents de l'entendre. Mais voilà, il faut comprendre que... Pour toi, c'est le lien humain qui doit... Bah, bien sûr. Bien sûr. Ouais, Parce que sinon, ça fonctionne pas, en fait. bien sûr. Donc, si j'arrive un jour... Après, si je veux embêter un joueur, je l'embête. Tu vois, c'est-à-dire, OK, ça va, j'ai travaillé pour toi pendant 2 ans, 4 ans, 6 ans, ce que tu veux. Et que tu me l'as fait à l'envers, entre guillemets. Excuse-moi un des termes, mais c'est la vérité. Ah, je vais t'embêter. Ouais. Je vais t'embêter, Ouais, ça va pas être bon. bien tu sûr, vois, oui, c'est normal. juridiquement parlant. Parce que quand même, on a quand même des clauses et en effet des protections sur les contrats. On peut pas faire n'importe quoi. Mais est-ce qu'on peut verrouiller un contrat, un joueur avec un contrat on voit ce que c'est, la définition de verrouiller, tu vois. Verrouiller, c'est systématiquement financièrement, j'ai envie de te dire. Oui, on peut embêter un joueur financièrement. Après, si le club qui veut le joueur sait que c'est pas toi qui l'écoute, ouais, c'est compliqué. Bah, c'est pas que c'est compliqué, c'est que en fait, tu sers à rien. Oui, et tu représenteras plus le joueur. Voilà. Ma dernière question, Elena, c'est juste pour mon propre plaisir, ça. Okay. Je sais que tu côtoies pas mal de joueurs de l'équipe de France. Moi, je suis un grand supporter de l'équipe de France et je pense que je suis pas le seul. Comment tu envisages, là, en termes de compétition, la Coupe du Monde 2026? Parce que tu en connais plusieurs, etc. Comment ça se présente pour l'équipe de France? En tout cas, par les joueurs. Ils vont la gagner. Ah ouais? Ah bah, il n'y a pas d'autre option. Je pense pas, non. Donc, dans la tête des joueurs que toi, tu côtoies, c'est... En tout cas, ils y vont pour ça, je me doute. Pour ça. Mais et tu penses que légitimement, bien sûr, ça va aller au bout? Ouais. Bon, tu fais plaisir à beaucoup de gens, hein, j'espère que... Ah, mais moi, Et la Serbie, du coup? Enfin, c'est le sujet. Déjà, ils sont pas en Coupe du Monde. Et d'ailleurs, ça me rend folle qu'ils y aillent pas, mais bon, c'est comme ça. Ouais, donc tu seras supportrice de l'équipe de France. Bien sûr, toujours. J'ai toujours été. Voilà, ça a commencé en 98. Évidemment, aujourd'hui, encore plus, parce que c'est incroyable et c'est tellement une fierté pour eux. Enfin, de ce que je vois, c'est une fierté de représenter. Bien sûr. Mais c'est tous des gagnants de fou. Elena, oui. Tu peux nous donner le moment le plus stressant de ta carrière? Il y a eu tellement, le moment le plus stressant de ma carrière, ça a été clairement quand, au dernier moment, on va au culot sur une clause et que ça passe. Franchement, c'était extrêmement stressant. Le moment le plus stressant, c'est aussi quand on relit les contrats après les avoir signés. On a beau les relire, mais quand on les relit après les avoir signés, c'est difficile. Est-ce qu'il y a un joueur que tu as vu devenir un homme? Oui, Lassine Sinayoko. Très belle évolution. La chose la plus dure dans ce métier? L'ingratitude. Est-ce que tu as déjà eu une décision à prendre qui t'a empêché de dormir? Oui, bien sûr. Qui était? Qui était de défendre mes valeurs et donc de devoir sortir d'une société à un moment donné. La plus grande qualité pour être agent? Patience. Est-ce qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas sur ton métier? Oui, 99% de mon métier est incompris. La pression la plus forte que tu aies jamais ressentie dans ton métier? C'est arrivé il n'y a pas très longtemps, ouais.
Je peux pas en dire plus, mais c'est arrivé il y a pas très longtemps et voilà, je pense que en tout cas moi quand je suis sous pression, je sors encore mieux mes capacités et j'ai besoin de pression pour avancer. Donc c'est toujours, en tout cas j'essaye d'en faire toujours de la pression positive. Le souvenir le plus douloureux que tu as de ton enfance? Difficile hein, comme question. Le souvenir le plus douloureux, c'est de grandir trop vite. Et enfin, est-ce que tu peux donner un conseil pour une jeune femme qui voudrait faire ton métier? De jamais abandonner. Et femme ou homme d'ailleurs, hein, jamais, jamais abandonner. Merci Elena, tu peux retirer le message. Alors on va faire un petit jeu Elena qui concerne un petit peu une partie de nos métiers que tu aimes bien, c'est la partie juridique, Ok. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Il y a 8 clauses, on va te donner 8 clauses et tu vas nous dire si oui ou non elles sont réelles et elles peuvent être mises dans des contrats. La première, c'est la clause de bonus Ballon d'Or. Un joueur peut toucher une prime automatique s'il gagne le Ballon d'Or pendant la durée de son contrat. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est irréel? Oui, c'est réel. C'est réel. Sur quel joueur, par exemple, on a pu avoir... tu sais pas exactement? Non, je sais pas. J'ai T'as pas de d'exemple. joueur? Ok. Mais si, enfin j'en ai en tête, mais voilà, oui, qui ont une clause, bien sûr, c'est possible, ouais. Ok. Je vois pas pourquoi ce serait pas C'est possible. réel, j'ai noté que c'était réel. Merci. Donc on est ok, On est bon c'est vrai sur ça. Voilà. Ok. Clause anti-sport dangereux. Le joueur n'a pas le droit de pratiquer certains sports jugés dangereux, donc c'est écrit dans son contrat Oui. qu'il n'a pas le droit d'aller au ski, faire de la moto, du Oui. parachute ou des choses comme ça. Ouais. Ça c'est vrai. Tout à fait. Ouais, ça c'est réel. Est-ce Ça, que c'est c'est réel. souvent Oui, c'est souvent. Ouais. Oui, les clubs se blindent beaucoup hein, de ce côté-là. Et Et justement, mon rôle, c'est de quand il va en vacances et qu'il veut aller faire du jet ski. Ah, attends, je vais checker si tu peux faire du jet ski ou pas. ouais, si c'est pas risqué ou autre. Ouais, Après, on peut exact. jamais éviter. Donc le ski, ils évitent quoi pendant leur carrière? Bah, ça dépend si ton contrat t'en empêche ou pas. Ouais. Après, il y a éviter contractuellement, éviter parce que Ouais, si tu te pètes la jambe, voilà, c'est forcément. compliqué. Donc ça, c'est réel aussi, effectivement. Clause de descente du club. Si le club est relégué dans une division inférieure, le joueur peut partir pour un montant qui a été fixé à l'avance. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Comment ça partir pour un montant? Bah, en gros, si dans le contrat, il y a écrit dans le contrat que si le club descend, le joueur peut potentiellement être vendu pour ce prix-là et pas un autre. Donc il n'y aura pas de négociation. Ah, une C'est clause déjà libératoire. voilà, c'est fixé à l'avance si le club descend. Une clause libératoire dépendant du... Oui, moi je pense que c'est tout à fait possible. Sauf que les clauses libératoires en France n'existent pas. Donc, Donc ouais, c'est réel, mais effectivement, c'est au niveau mondial que Oui. ça peut arriver. est-ce Donc, que c'est la bonne réponse? ouais, c'est la bonne Ok, réponse. ça va. Et pour l'instant, tu es sur un sans faute. Ok. Clause de poids maximum. Le contrat peut prévoir des amendes si le joueur dépasse un poids fixé par le staff médical. C'est une bonne question. Hein. Je pense que c'est pas bon ça. Tu penses que c'est faux? Je pense qu'il doit être au maximum de ses aptitudes et tout faire pour être en forme, etc. Mais un poids à dépasser, Un poids limite, ça tout me paraît... là, il faut attaquer sur la liberté des personnes. Hein. Ouais, le Real aurait attaqué Eden Hazard, je pense, à l'époque. Ça aurait attaqué beaucoup plus de personnes. Mais effectivement, c'est ça, c'est qu'il y avait une petite... donc, tu as relevé la coquille qu'il y avait, c'est qu'effectivement, on peut avoir des clauses par rapport à l'état de forme. Alors, ça reste un petit peu vague, mais on ne peut pas établir un poids de forme Non. précis. Voilà. Heureusement. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être demandé par le coach, en revanche. Sans Oui, parler mais du juridique. Oui, mais on ne parle pas de juridique. Ok. Si un joueur refuse 3 offres de transfert acceptées par le club, son salaire peut être réduit. Non, pas de comment dire, de sanctions pécuniaires sur un contrat de travail. Sur tous les contrats de travail, au final. Ça. Bah oui. Donc ça, c'est vrai. Totalement inventé, celle-ci. Bravo, toujours sans faute. Ok. Il en reste un peu. Attends, fais Ah, pas la bah maline non, parce qu'il en reste encore. J'attends bien me chercher sur ça. Le joueur peut être obligé de participer à un nombre minimum d'opérations marketing par saison prévues dans le contrat. Oui, sauf blessure, etc. Et sauf urgence et avec un délai de notification acceptable. À l'avance, ouais. Mm. Ok, ouais, c'est vrai. Parfait. Le joueur peut se voir interdire certaines publications sur ses réseaux sociaux pendant la saison. Interdire, c'est plutôt clause de non-diffamation, ce genre de choses, confidentialité, etc. etc. Bah, franchement, t'es forte parce qu'effectivement, c'est inventé, mais on peut quand même effectivement avoir des petites clauses où on va pas aller cracher sur le club ou des Oui. choses comme ça, effectivement. Ok, top, toujours sans faute, il en reste 2 pour l'instant. Ok. Un contrat peut empêcher un joueur de signer dans un club rival pendant plusieurs années après son départ. Euh, Je suis au Real et je signe un contrat qui m'empêche de signer au Barça pendant 10 ans. c'est pas un contrat qui t'en empêche, c'est les supporters qui t'en empêchent. Ouais, ça c'est sûr.
Est-ce que ça peut exister, en tout cas, comme clause? Est-ce que ça peut exister, ouais. J'ai un non-concurrence, mais ça se paye, ça, tu vois. C'est une clause de non-concurrence, ça se paye. Est-ce que c'est reçu par Et les c'est ligues? après le départ du joueur. Ouais, mais une clause de non-concurrence Ouais, pendant ouais, 5 ouais. ans, mais elle est payée, tu vois. Dans Ok. le droit français, c'est ça. Maintenant, est-ce que c'est reçu par la Ligue? Je sais pas. A priori, nous, dans les infos qu'on a, c'est illégal dans la plupart des cas Ouais. par la FIFA, etc. Donc apparemment interdit. Et puis la dernière, celle-ci c'est un peu plus personnalisé. Toi, la clause la plus surprenante que tu as déjà vue dans un contrat pour un joueur. La clause la plus surprenante. Ou que toi, tu as mise en place, hein, ça se trouve, c'est Ah toi oui, qui clause l'as. libératoire sur plusieurs pages, ouais. Ça, c'était fou. C'est-à-dire Une négo juste pour une clause libératoire, une négo qui a duré 2 mois quasiment. 2 mois 1 mois, 1 mois et demi. Jusqu'à la signature, ça fait 2 mois, mais que sur une clause libératoire. Et si tu peux expliquer la clause libératoire à quoi qu'est-ce Alors, que la ça clause représente libératoire, c'est tout simplement une clause qui est mise dans un contrat pour libérer le joueur. C'est-à-dire que contre un certain montant, le joueur est obligé de libérer le joueur. Le club est obligé de libérer le joueur. est obligé de libérer le joueur. Et pareil, il y a plein de conditions. Donc ça a été 4 ou 5 pages de clause libératoire. Oui, parce que toi, tu te bats pour pas que le club mette une clause impossible à aller Exact. chercher. Ouais, c'est ça. Exact. Et Il faut trouver le juste milieu. Ouais, d'accord. Parce que dans l'intérêt du joueur, si jamais la clause est à 300 millions... Si jamais déjà, s'il en a une Ouais. ou pas, déjà. D'accord. S'il y a 300 millions, le joueur, il a qu'à sortir ce qu'il faut pour aller jusqu'à 300 Ouais, millions. bien C'est sûr. pas aujourd'hui impossible, tu vois. Ouais. Maintenant, non, il faut trouver en effet, le juste milieu sur et cette clause libératoire, pour moi, ça a été vraiment... Après, il y a d'autres clauses qui sont, on va dire, si tu veux, toi, de ton point de vue, sont peut-être loufoques. Ouais. Mais en tout cas, celle qui m'a le plus marqué, c'est celle-là. Ouais. Et sur des clauses, on voit des fois passer des choses, je sais pas, hein, sur des joueurs qui sont hyper fêtards. On parlait de Ronaldinho à l'époque qui sortait avant les matchs, etc. Est-ce que il y a des choses qui peuvent apparaître dans les contrats par rapport à tout ça, ne pas sortir, ne pas aller en boîte ou des choses comme ça? Est-ce que ça, c'est des choses qui existent? Non, pas forcément, mais il faut que tu sois au maximum de ta forme. Ouais, donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire si en effet, moi si je suis un club et que mes joueurs vont faire la fête et que ça se sent sur les résultats, parce qu'ils peuvent faire la fête et que ça se sent pas sur les résultats, il n'y a pas de problème. Comme tu vois. Ronaldinho, c'est Voilà. pour ça que j'ai pris son exemple. Donc non, c'est généralement quand ça ne suit pas sur les résultats que c'est plus problématique. À ce moment-là, j'irai sanctionner le joueur sur chercher des indemnités, par exemple, parce que en effet, il n'est pas au maximum de sa forme, ou en tout cas, il fait pas tout pour être dans son meilleur état. Oui, donc tu peux le sanctionner dans ces cas-là. Ouais. Bah, sanctionner, voilà, c'est en tout cas aller chercher des indemnités, oui. Mais il y a plein de choses où on aurait pu discuter sur des clauses, tu vois. Je pense à l'Ukraine oui, sur la guerre, tu etc. vois, par exemple, ça, pour moi, ça a été un sujet extrêmement passionnant. Parce que les contrats ont été cassés, comment ça En s'est fait, passé? oui, il y avait une position. Bah, déjà, il faut savoir qu'avant l'Ukraine, il n'y avait pas de positionnement de la FIFA depuis 20 ans, on va dire, sur les conflits, ou en tout cas pas forcément de guerre. Donc, voilà. ouais. Et qu'avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie, la FIFA a dû prendre des décisions assez rapidement. Et l'idée, c'était de pouvoir suspendre les contrats. Donc après, il y avait à en faire bon usage ou pas. Et je me souviens très bien d'un cas où il y avait un joueur qui devait quitter de toute manière le pays, qui a quitté le pays, et on voulait suspendre le contrat et faire une demande de suspension judiciaire par la FIFA, ce qui aurait été peut-être une première fois. Et finalement, elle a utilisé cette ouais, ça a fait un peu jurisprudence. Ça a fait jurisprudence parce que donc, nous, on a pu trouver un accord, mais ça a été utilisé notamment par des joueurs brésiliens. Et c'est comme ça que j'ai pu travailler avec beaucoup d'avocats, etc. Mais voilà, ça, pour moi, c'était passionnant. Oui, parce que ça, au niveau géopolitique, on n'y pense pas, mais effectivement, ça a créé des choses... Et puis malheureusement, aujourd'hui, on doit se prévenir de ce genre de cas de figure. En plus, ouais. Écoute, Elena, en tout cas, tu as fait un sans faute. Merci. Bon, je m'attendais pas à moins bien de ta part quand même. Gentil. Sinon, comme Aurélien a dit, on t'aurait dit d'aller repasser la licence. Mais je m'attendais pas à moins bien de ta part en tout cas. Elena, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Merci à toi, je suis content de t'avoir reçu. Donc vraiment, j'espère que ça parlera au plus de monde possible parce que en plus le métier qu'on aborde, il n'y a pas beaucoup de gens, et je te remercie parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent venir en parler. Parce que c'est des métiers un petit peu tabous, des sujets un petit peu tabous, où toi tu veux aussi prendre des risques. Donc vraiment merci d'être venu communiquer un petit peu sur ce métier-là. Merci beaucoup. Avec plaisir.